Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi je suis ravi d'être là. Je remercie encore Tiffany pour l'organisation de ce webinaire. On va parler ce soir principalement de software craftsmanship. On va parler de qualité de code. On va parler de bonnes pratiques de développement. Donc voilà, on va terminer la journée sur une bonne note. En tout cas, j'espère que la vôtre fut bonne, malgré les temps un peu particuliers qu'on vit. Donc voilà, moi je suis content de passer un moment avec vous. Donc effectivement, comment ça va se passer j'ai une petite présentation sur le sujet. Vous avez des questions effectivement qu'on peut poser dans le chat, et puis je laisse un petit peu de temps à la fin pour avoir soit les questions-réponses directement en micro si vous voulez, ou voire même un petit temps d'échange sous forme de témoignages ou de questions. Voilà, vous pouvez aussi prendre la parole. Ça sera plus interactif aussi. On peut se laisser ce format-là sans problème. Quelques mots. Donc moi, donc Cédric, je suis cofondateur et dirigeant d'une startup qui s'appelle Promise. Nous, on est basé à Bordeaux. On est une grosse dizaine de personnes aujourd'hui. On a été fondé en 2016. C'est un projet sur lequel je travaille avec mes deux associés depuis 2014. Donc c'est un projet en fait qui a démarré à la suite de mes travaux de thèse à l'université de Bordeaux dans le domaine du génie logiciel justement. Et donc avec mon ancien directeur de thèse et Arthur qui est CTO chez nous maintenant, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire comme solution nouvelle dans ce domaine plus global de la qualité logicielle. Et voilà, en 2016, on a démarré l'aventure et on est, comme je vous l'ai dit, une dizaine de personnes aujourd'hui. Et j'ai un petit temps à la fin pour montrer un petit peu plus ce qu'on fait. Alors, ce sera une petite démo rapide. Donc, pour situer l'ordre du jour, on va parler de craftsmanship, mais pour parler de craftsmanship, c'est important de comprendre l'historique un peu de ce mouvement. Qu'est-ce qui a justifié on a parlé à un moment donné d'artisanat logiciel. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans l'histoire, dans le développement logiciel pour arriver à ça. Et donc on va parler rapidement d'agilité et des petites dérives qu'il y a eu qui ont fait qu'on ait eu besoin de recentrer le débat sur certains sujets plus techniques, et notamment plus sur la qualité de ce qu'on produise en équipe. Donc ça, c'est toute cette dimension liée à la dette technique qui arrive finalement dans certains projets quand on fait pas attention à la qualité, tout simplement. Et on va voir ensuite derrière ce terme de software craftsmanship qui finalement existe depuis un petit moment quand même. Ça fait 15 ans, une petite quinzaine d'années maintenant que c'est un peu plus établi. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement systématique. Et c'est une période aujourd'hui en 2020, ça fait quelques temps maintenant que ça commence un petit peu plus démocratisé. On va voir aussi pourquoi. Donc c'est ça l'objectif un peu de ce soir. Et je serais intéressé après à la fin, si on a un petit peu de temps, si vous voulez parler un peu de comment ça se passe chez vous dans vos contextes respectifs. Est-ce que vous avez vécu l'implantation d'une culture craft? Qu'est-ce que ça a changé? Les freins que vous avez pu rencontrer, comment on fait pour convaincre les gens d'aller un peu plus loin dans l'excellence technique. Voilà, c'est tous ces sujets-là finalement qu'on va aborder ce soir. Eh bien, je vous propose d'y aller, sans plus attendre. J'espère que le programme vous va. Donc c'est parti. En guise d'introduction, parlons un petit peu d'agilité. Donc l'agilité, les méthodes agiles, les premières qui sont apparues, donc c'était courant 90. Donc les méthodes agiles, je pense, ça, un concept qui vous parle. Comment on fait des projets logiciels notamment de meilleure façon qu'à l'ancienne, avec certains cycles en V, avec toutes les problématiques que ça aborde. La méthode la plus répandue, la plus populaire finalement, ça a surtout été Scrum qui a été mis en œuvre milieu 90. Alors les dates de création de Scrum, c'est un peu il y a différentes histoires, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même plutôt années 90, et surtout que ça a quand même une pratique Scrum qui est plutôt orientée sur la gestion de projet, la gestion des processus. C'est ça aussi qui fait que c'est assez populaire, c'est que c'est un framework qui est peut-être plus facile à mettre en œuvre, et surtout qui peut être mis en œuvre presque dans n'importe quel projet, Et je voulais parler aussi d'extreme programming. Alors, c'est Scrum et XP, on va revenir après, bien sûr. Donc là, je resitue juste un peu de contexte. Donc, extreme programming, qui est aussi une méthode agile, une méthodologie agile.
qui est un petit peu plus orientée sur la qualité technique. Donc ça vient notamment avec une boîte à outils de 13 pratiques, des pratiques d'ingénierie orientées développeurs. Donc bien sûr, dans XP, il y a aussi cette notion de gestion de projet, mais quand même, Extreme Programming, ça met beaucoup plus l'accent, l'emphase sur des pratiques techniques de codage, quoi. Et justement, alors l'apparition, on la resitue plus fin des années 90, avec notamment le livre Extreme Programming Explained par Ken Beck. Ce qui fait que cette pratique est un petit peu moins populaire que Scrum. C'est pas forcément qu'elle est moins bien, c'est aussi que son apprentissage et la mise en œuvre sont un petit peu plus coûteuses. Pourquoi ? Parce que en fait, on met l'accent sur l'excellence technique, sur la qualité, et donc ça nécessite forcément l'acquisition d'un certain savoir-faire. Donc ça passe par des gens qui vont nous expliquer, qui vont nous former, qui vont nous passer le témoin, qui vont nous former, qui vont nous faire monter en compétence sur des sujets techniques. Ça passe par du temps de formation pour monter en compétence, et donc tout ça, c'est vrai que certaines entreprises n'ont pas forcément pris le parti de le faire, et c'est pour ça que Extreme Programming, même si clairement ça a beaucoup de plus-value, on va en discuter aussi, mais voilà, c'est aussi ça les raisons pour lesquelles c'est un petit peu moins répandu si vous regardez les popularités des frameworks agiles. C'est vrai que Scrum revient un petit peu plus sur le devant, quoi. Sachant cela, donc les méthodes agiles, en gros, ça fait dans l'IT, on va dire environ 25 ans, sûrement un peu plus, que ça s'est un petit peu démocratisé. Et donc il y a eu un vrai essor, notamment dans les années 2000. Donc moi, je suis une année 2000, je terminais un peu ma formation, je l'ai moins vécu. Il y a sûrement des personnes ici qui pourront mieux témoigner que moi. Mais finalement, ce que disent les personnes qui ont été à l'origine du mouvement software craftsmanship, c'est qu'ils disent, on s'est rendu compte dans les années 2000 qu'il y a un peu ce constat, alors c'est un peu caricatural, mais de la gueule de bois agile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire que toute l'agilité est à jeter et toute l'agilité a été maffée. C'est juste un constat, en fait, si vous voulez, que sur certains projets, on a peut-être voulu faire de l'agilité un peu à l'extrême, et on a un peu omis certains points de bon sens nécessaires dans un projet, notamment sur les aspects qualitatifs. Qu'est-ce qu'on a observé avec la mise en place des frameworks Scrum, notamment, qu'on cherchait à suroptimiser le temps qu'allait passer chaque développeur sur les tâches. On avait 2 semaines, on a 5 développeurs occupés, on prend des user stories et on essaye de ranger, d'optimiser au maximum pour que, par rapport aux estimations qu'on fait, on optimise toute la volumétrie des fonctionnalités qu'on va délivrer, quoi. Donc ça, d'un côté c'est bien, mais d'un autre, ça rentre dans l'équipe dans une logique où on met beaucoup l'accent sur le fonctionnel, avec des deadlines toujours plus proches. Toutes les 2 semaines, on rentre dans des cycles itératifs où en fait, le Scrum, c'est quand même intéressant, cette notion de sprint. Le nom, je sais pas comment il a été choisi, mais en fait, quelque part, il n'est pas anodin, quoi. Ça veut dire que l'équipe, elle est en perpétuelle course contre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est de livrer le maximum de choses à la fin de l'itération, quoi. Et il y a beaucoup d'équipes qui se disent, en fait, on est dans une démarche, on est constamment un peu dans le rush, et en fait, on a toujours l'impression d'être à 100%, voire plus de nos capacités, parce que on cherche absolument à respecter tout ce qu'on a mis en place dans nos sprints. Et le problème de ça, en fait, le revers, c'est que à force de vouloir faire trop de choses, des fois, on en oublie un peu le côté qualitatif. Donc, on prend un petit peu moins le temps, parfois, de faire les choses bien, parce qu'on veut estimer des tâches faiblement pour faire en sorte que ça rentre, parce que les deadlines, en plus, ce serait bien si c'est livré à temps, etc. Du coup, on se laisse pas aussi le temps, des fois, une demi-journée, une journée, pour se poser en équipe, faire du refacto, améliorer en continu notre code. Mettre beaucoup l'accent sur le fonctionnel, c'est bien, mais il faut pas oublier le côté technique. Et ça, c'est vrai que c'est un constat qui a pu être fait dans pas mal de contextes d'entreprise par des personnes qui ont vu exploser l'agilité et qui ont vu aussi à côté le fait que tout le monde mettait un petit peu de côté ça. Et c'est là que commencent les problèmes. Encore une fois, c'est pas une généralité que je fais, heureusement. Mais dans pas mal de cas,
on a observé ça. Donc cette notion un petit peu de gueule de bois, quoi. L'idée est simple, c'est bien de livrer toutes les 2 semaines des choses, mais est-ce que ça a vraiment de la valeur ce qu'on propose si derrière on n'a pas pris le temps de bien le faire, si ça n'a pas été bien conçu. Voilà. Et donc l'idée de ce bien conçu, c'est un peu le fil rouge de notre échange ce soir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si dans un projet logiciel, vous ne faites pas attention à la qualité du code, entre guillemets, il y a quelque chose un concept que j'aime bien, qui est donc quelqu'un à Bordeaux, un développeur qu'on voit souvent en conférence, Arnaud Lemaire, que vous connaissez peut-être, lui parlait du concept d'entropie logicielle, où il disait, bon, en gros, le principe d'un logiciel, c'est qu'au fil de son évolution, cette dette technique, donc c'est cette dette technique qui représente en fait tout le passif du logiciel qu'il faudrait à un moment donné, qu'il faudrait, je dirais, pas réparer, mais sur lequel il faudrait travailler pour remettre notre code dans un état un peu plus propre. Sinon, on va avoir des problèmes pour le faire évoluer, le faire maintenir. Ben, cette dette technique, elle va augmenter naturellement au fur et à mesure qu'on ajoute du code. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, le logiciel a tendance à se complexifier. Et derrière, en fait, si on met pas une stratégie en place pour essayer de contrer cette augmentation naturelle, en fait, vous allez voir que vous allez constamment rallonger les temps de maintenance, les temps d'évolution, les coûts de maintenance, etc. Parce que derrière, ça va être compliqué de faire évoluer un code qui est super endetté, et là, il va se poser la question de est-ce que mon logiciel il est rentable, quoi. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que le logiciel se complexifie avec le temps, tout simplement. Sa dette technique augmente, et si on fait rien, je vois pas ce qui se pourrait passer, enfin comment ça pourrait être différent, quoi. Et ça, c'est hyper important à retenir, c'est que si la qualité c'est pas un sujet qu'on traite, en fait, il n'y a pas de miracle, quoi. Je veux dire, si à aucun moment on prend le temps de se poser en équipe, si on prend pas le temps de faire du refactoring, si on prend pas le temps de corriger du code qu'on a fait à la va-vite et qui sera très compliqué à maintenir là dans 2 semaines si quelqu'un revient dessus, on peut pas avoir vraiment de résultat, quoi. On peut pas avoir vraiment quelque chose qui soit propre, qui soit bien fait, quoi. Un code, il peut pas être propre par miracle. Si un code est de qualité, c'est l'objet d'une démarche volontaire et réfléchie de la part d'une équipe de développeurs, quoi. Donc ça, cette notion de qualité, on peut pas se reposer sur le hasard pour l'avoir dans notre code. Et pourtant, c'est quand même un concept qui est quand même hyper fondamental dans un projet logiciel, parce que l'impact de la non-qualité, c'est quand même crucial pour l'entreprise aujourd'hui. Premier impact, c'est évident, c'est le risque de bug dans un logiciel. Moins on fait gaffe à la qualité, moins on met en place de stratégies de test, etc. Plus ça augmente le risque de bug, c'est quelque chose d'assez évident et naturel. Sur ça, il n'y a pas vraiment besoin de trop débattre. Et les bugs, ça fait plaisir à personne, ni aux clients, ni aux développeurs, ça peut faire perdre de l'argent, etc. Donc voilà, ça on est convaincu finalement que le bug, c'est quand même un des combats numéro 1 quand on fait du développement. Le deuxième impact, c'est les coûts de maintenance. L'idée, c'est simple. Vous avez une base de code propre. Vous mettez à côté une base de code. Il n'y a pas de test, des fonctions de 3000 lignes, aucun principe de clean code respecté, du code très compliqué à reprendre. Pour une évolution donnée, pour une fonctionnalité demandée par le métier, les temps de réalisation vont être sensiblement différents. Vous notez bien que ce sera beaucoup plus compliqué pour faire évoluer un code qui n'a pas été bien conçu et qui n'a pas été bien pensé que dans le code qui est, lui, à l'inverse, bien conçu, quoi. Et ça, forcément, les coûts de maintenance, c'est le temps, ça impacte le time to market, etc. Donc, ça a des conséquences aussi majeures sur un projet. Le dernier impact qu'on oublie parfois, c'est humain. Sûrement ce soir, je pense des personnes qui développent au quotidien. Je pense que vous préférez travailler sur un code, sur une base de code saine, qui respecte des bonnes pratiques, qui est propre, qui est facile à prendre, etc. Que sur un code, un bon vieux code legacy, on comprend pas grand-chose. Dès qu'on touche une ligne de code, il y a tout qui pète. Bon, au début, c'est marrant pour le goût du challenge, quoi, mais au bout d'un moment, je pense qu'avec le temps, au bout de plusieurs mois,
vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Et ça, l'entreprise, des fois, l'oublie un peu et s'étonne, bizarrement, de voir leurs développeurs et développeuses quitter le navire au bout de quelques temps, quoi. On oublie que le code, c'est quand même l'environnement de travail des développeurs, donc en prendre soin, c'est aussi prendre soin du bien-être au travail de nos équipes, quoi. Donc la qualité, en fait, si on met tout ça notamment dans cet esprit agile, si on regarde le manifeste qui est sorti en 2001, que je pense pas mal de personnes parmi vous doivent connaître, il met pas forcément directement l'accent sur la qualité technique du code, si on regarde surtout les 4 principes principaux. Néanmoins, c'est quelque chose qui n'a pas été explicité parce que c'était implicite derrière. Si on regarde les signataires, alors peut-être que vous connaissez des gens, on a parlé de Ken Beck, mais Martin Fowler, Robert C. Martin, Alistair Cockburn, voilà, on parle quand même de stars entre guillemets dans le domaine, quoi. Et donc, je veux dire, c'est ces gens-là qui ont écrit des bouquins sur l'extreme programming, sur le clean code. Je pense qu'à aucun moment ils ont dit ouais, faisons du code pourri, aucun problème, allons-y, quoi. Non, parce que c'était quelque chose d'évident, quoi. Et puis après, ça a été mis en œuvre de plein de façons différentes. Il y a eu vraiment un gros essor, des certifications dans tous les sens, etc. Et c'est devenu aussi quelque chose, en fait, où l'agilité d'une entreprise à l'autre, en fait, on s'était pas du tout implémenté de la même façon, quoi. Donc, c'était pourtant quelque chose qui n'était pas exclu, mais on a observé que c'était quelque chose qui est devenu, par moment, un peu mis de côté, quoi. Donc ça, c'est un peu notre problématique de base, quoi. C'est que dans les projets, des fois, on a un peu tendance à mettre un peu trop l'accent sur le fonctionnel parce que il faut que on veut des résultats tangibles rapidement, on veut sortir des features rapidement. Et la qualité, on se dit, ouais, bon, au pire, c'est pas grave si on prend des raccourcis, si on fait les choses un peu vite, on verra plus tard, quoi. Et souvent plus tard, ça veut dire jamais. Et avec le temps, on va se retrouver bloqué, quoi. C'est bien de sortir un petit MVP, un proto en 3 mois, mais si après ça demande 6 mois à recoder, parce qu'on n'aurait pas pu faire différemment. Voilà. Donc on en vient du coup à cette idée du craftsmanship, donc traduction en français artisanat logiciel. Donc les prémices de ce terme donc sont apparues en 99, 2001. Il y a eu les premiers bouquins sur ça. Un autre beaucoup plus populaire qui arrive en 2014, j'y reviens dessus après. Le software craftsmanship, l'idée de ce mouvement a été rédigée du coup dans un manifeste en 2008 par certaines personnes qui avaient signé justement le manifeste agile. Ok, donc c'est intéressant, on retrouve un peu les mêmes personnes qui en ont fait en fait une extension. Si on regarde en fait ici les 4 grands principes du software craftsmanship, on retrouve les 4 lignes du manifeste agile auxquelles en fait on ajoute à chaque fois un volet qualitatif. Voilà. Des logiciels opérationnels, c'est bien, mais à condition qu'ils soient bien conçus. Sinon, est-ce que ça a vraiment de la valeur, quoi? Tout ce qu'on doit être capable de faire dans un projet, au niveau du code, il faut que ça amène de la valeur. Donc c'est bien de modifier le code, mais il faut toujours que ce code il ait de la valeur. Et dans cette idée d'artisanat logiciel, on est assez proche des valeurs de l'artisanat plus traditionnel qu'on va retrouver dans les métiers, par exemple comme les ébénistes, boulangers. Voilà, si vous connaissez sûrement le mouvement des Compagnons de France, et il y a quand même une image, un savoir-faire, une excellence. Le craftsmanship dans le logiciel, c'est un peu le même esprit, quoi. C'est de se dire, il y a quand même une excellence, un savoir-faire, et ce savoir-faire, il va se transmettre. Et il va se transmettre parce qu'il y a une forte dimension sociale dans le craftsmanship, une dimension communautaire entre des professionnels qui sont reconnus, qualifiés, et qui ont envie de progresser, quoi. Donc l'échange et le partage, c'est quelque chose d'hyper important dans le mouvement du software craftsmanship. Et l'idée aussi, vous allez voir, c'est de positionner le développeur dans un rôle de partenaire du client, de ne pas être un simple exécutant. Le métier de développeur, la perception de ce métier, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis les années 2000. Il y a une explosion du digital. On a un peu vu les développeurs comme des profils interchangeables facilement, qui écrivaient du code de la même façon. Et la dimension humaine de ce métier, c'est un petit peu perdu. Donc finalement, le software craftsmanship, si on regarde ce manifeste, en fait, c'est essentiellement un état d'esprit, une culture, un ensemble de valeurs. L'idée derrière, c'est tout simplement si on met ça en place,
C'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour se dire, voilà, grâce à cet état d'esprit-là, ça va nous permettre de travailler efficacement, de produire des logiciels de qualité. Le tout avec des partenariats avec nos clients, voilà, qui vont être, comme indique le manifeste, productifs. C'est-à-dire on va avoir une plus-value et une relation particulière aussi avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes d'un projet. Si on cherche à aller un petit peu plus loin sur les valeurs de ce manifeste, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors ces valeurs, elles sont justement bien spécifiées dans ce fameux ouvrage de référence dont je parlais, donc écrit par Sandro Mancuso. Donc le livre date de 2014, si ma mémoire est bonne. C'est vraiment, je dirais que c'est vraiment le livre qui a permis aussi à cette idée de craftsmanship de se répandre. Et Sandro Mancuso, c'est quelqu'un qui est en plus d'être un bon écrivain, également un bon conférencier. Donc c'est quelqu'un qui vient régulièrement traverser les communautés à travers le monde pour parler de cet état d'esprit-là. Il est d'ailleurs venu à Bordeaux lors d'un Agile Tour il y a 2 ans, je crois, 3 ans, pour parler de cette idée d'artisanat logiciel. Et c'est hyper intéressant. Et ça amène vraiment un vent de fraîcheur quand on développe. Je vous invite à feuilleter le bouquin si vous avez l'occasion. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette idée du craftsmanship? En fait, il y a avant tout cette idée de recherche d'excellence technique quand on fait du logiciel. C'est bien de faire du logiciel, c'est encore mieux si on le fait bien. C'est même indispensable. Si vous faites un logiciel codé n'importe comment, code incompréhensible, etc., ok, ça marche, mais on peut se poser la question de la valeur derrière. Ça marche à l'instant T, mais si chaque évolution va nécessiter 2 semaines, est-ce que votre truc, il a vraiment de la valeur, quoi? Donc, toujours se dire, on va essayer de faire les choses proprement. Et tout ce qu'on ajoute, la deuxième ligne du software craftsmanship, du manifeste, disait, on est dans l'ajout constant de valeur. Ça veut dire que tout ce qu'on ajoute, ça doit permettre d'améliorer le code, ou au moins de le laisser dans un état aussi propre qu'avant, quoi. Donc, on doit créer de la valeur, on ne doit pas créer des coûts. Si j'introduis 2 lignes de code, mais derrière qui vont nécessiter 1 demi-heure de rework par un autre développeur, j'ai engendré en fait quelque part un coût. Voilà, j'ai pas créé de la valeur, j'ai quelque part dégradé la qualité de mon code. Donc ça, c'est un état d'esprit aussi à avoir quand on met en œuvre du craft. On imagine souvent les craftsmen et craftwomen comme des personnes qui vont arriver avec un savoir-faire énorme, etc. Et pour chaque petit problème, qui vont nous pondre des solutions complètement démesurées, qui vont faire de l'over-engineering, etc. Ça, c'est un peu une image un peu complètement un peu fausse. La simplicité du code, c'est ce qui en fait aussi sa qualité. Un code propre, un code de qualité, souvent on s'accorde à dire que c'est quand même avant tout un code qui est simple à comprendre, quoi. Et donc les gens qui sont dans cet état d'esprit craft vont chercher à mettre en œuvre des solutions, mais qui répondent à un problème, bien entendu, mais qui vont trouver des bons compromis entre la qualité du résultat et le temps d'exécution, et le pragmatisme. Donc, si on peut trouver un résultat simple, suffisamment, un code suffisant qui pour répondre à un besoin métier, c'est tant mieux. Donc, nous, on va pas chercher à faire de l'over-engineering, justement, c'est quelque chose qu'on cherche à combattre en permanence quand on fait du développement. On va pas coder faut faire un code évolutif, mais faut pas faire un code qui répond à un besoin qui n'a pas encore été spécifié, quoi. Et ce qui est hyper important dans l'esprit du craft, c'est que notre code, on en garde la maîtrise. On est une équipe, donc le code, c'est une propriété collective, d'accord ? Donc tout ce qu'on fait dans le code, il faut qu'on en ait tous une maîtrise. Perdre la maîtrise de son code, ça arrive typiquement quand vous sondez les développeurs ou les développeuses et qui vous disent, là, il y a un composant, on a touché il y a 2 semaines, mais là, je sais plus trop ce que ça a fait, et si on change ça, je sais pas quel impact ça va avoir sur d'autres trucs. Voilà. Ce genre de discours, ça montre qu'on sait pas trop ce que fait notre code ou qu'il y a des zones d'ombre. Et l'excellence technique, c'est au-delà de faire les choses proprement, c'est toujours garder une maîtrise sur ce qu'on fait, quoi. Ça, c'est quand même une des valeurs fondamentales du craft. L'excellence technique, la qualité. Je parlais tout à l'heure du métier du développeur, sa perception. Il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de se dire que en tant que craftman, craftwoman,
on veut montrer que le métier de développeur, c'est avant tout un métier d'ingénierie où on répond à des problèmes complexes, des problèmes de métier, des problèmes pour nos clients. Et dans cette position, on est forcément plutôt un ingénieur qu'un petit soldat ou qu'un simple exécutant. J'ai en face de moi des gens qui ont des problématiques. Ils me demandent de faire des choses. Moi, je dois interagir avec eux, échanger, comprendre leurs besoins, leur proposer des solutions, leur dire si je pense qu'ils ont tort, etc. Et donc, on n'est pas en train de banaliser le métier de développeur, quoi. On a voulu industrialiser un peu le développement, etc. Je parlais tout à l'heure de développeurs interchangeables, etc. Bon, ça, voilà, cette vision, c'est quelque chose qui doit évoluer. Qui a évolué, mais avec vraiment tous les sorts du digital, notamment fin 2000-2010, on a imaginé que le développement c'était simple, que tous les développeurs écrivaient de la même façon, de toute façon c'est du code. La réalité est forcément différente. Donc cette notion de remettre le développeur a son rôle de catalyseur de business, parce que finalement, on n'est rien d'autre en tant que développeur rien d'autre. On est surtout des gens qui vont catalyser des besoins métiers, au service du métier, par le travail qu'on fait. On doit toujours se dire que le développeur, ça j'aime bien justement cette citation de Martin Fowler qui dit, on doit toujours se concentrer sur ce qu'apporte la valeur qu'apporte le logiciel plutôt que le logiciel en tant que tel, quoi. Et ça, c'est cette notion de partenariat avec le client. Si mon client, je l'écoute et je lui simplement j'exécute ce qu'il me dit, je suis plus un exécutant. Si je travaille avec lui sur la construction du besoin, réfléchir à des solutions ensemble, là j'ai vraiment cette dimension de partenariat, quoi. J'ai toujours des solutions à apporter si je suis pas d'accord. Si je dis non, je sais être constructif dans mes remarques. Je prends du recul sur ce qu'on est en train de faire. Je me questionne en permanence. Voilà, j'ai vraiment ce regard critique, cette prise de recul qui font que derrière, on va être capable d'améliorer ce qu'on fait, quoi. Donc cette attitude en fait du craftsman, c'est quelque chose qui est discuté notamment aussi dans le livre de Sandro Mancuso. Et l'attitude, c'est quelque chose hyper important dans cette approche-là. Il y a d'autres points dans le comportement, je dirais, de l'artisan logiciel qui sont à relever. Tout simplement, les notions, je parlais de communauté professionnelle, ces notions de partage, de transmission, de compagnonnage, c'est vraiment un concept central parce que, en fait, c'est facile de dire, ouais, on fait du code qui est pas propre, etc. Ouais. Bien entendu, je parlais tout à l'heure d'agilité. L'agilité, c'est pas tous les mots des problèmes de qualité de code. Attention, je parlais juste de l'origine du craft. Mais un des facteurs qui fait qu'on a aujourd'hui des équipes où il y a des problèmes de qualité de code, etc. C'est aussi que les personnes qui composent cette équipe n'ont pas eu l'occasion de se former ou d'être formées par des personnes qui avaient ce savoir-faire, cette compétence-là. Demain, les compagnons du devoir, les boulangers qui arrivent à 16 ans, s'ils n'ont pas des mentors qui les accompagnent, je pense qu'ils vont galérer un peu, quoi. Là, c'est le même esprit. Donc, c'est cette approche du craftsmanship, de l'artisanat, elle repose beaucoup sur le fait que voilà, on est dans de l'apprentissage et on apprend de personnes plus expérimentées que nous ou même de n'importe qui. En fait, on est constamment dans l'échange et on va aussi faire monter en compétence d'autres personnes. On va leur inculquer notre savoir-faire, tout ce qu'on a fait, tout le travail d'apprentissage qu'on a fait, donc on va le mettre à profit à d'autres personnes. Donc tout simplement, des fois, il y a des équipes où il n'y a pas eu ces rencontres-là et il manque pas grand-chose, juste un petit déclencheur, un petit déclic pour qu'il y ait un switch qui se fasse, quoi. Et ça, c'est quelque chose, tout en haut du manifeste du software craftsmanship, il y a la mention donc, en anglais, raise the bar, qui signifie donc en français, élever le niveau. Toujours essayer d'élever le niveau global d'une équipe, c'est la dynamique du software craftsmanship. Voilà. Ça, c'est un point hyper important aussi, quoi. Après, il y a toujours certaines bonnes pratiques, certains prérequis. Donc, la règle du Boy Scout, celle qui revient souvent, ça revient un petit peu l'ajout constant de valeur, c'est toujours se dire, voilà, quand je touche un code, je vais le laisser au moins aussi propre qu'avant. Donc voilà, je vais pas dégrader. À minima, c'est aussi propre pour la personne suivante. Et quelque chose qu'aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les 10 commandements de la programmation sans ego, de l'Egoless Programming, qui sont des concepts qui sont issus de ce bouquin The Psychology of Computer Programming, qui date des années 70, donc c'est pas tout jeune. Néanmoins, là-dedans, on retrouve beaucoup de concepts sur c'est quoi l'état d'esprit à avoir quand on est développeur et qu'on travaille à plusieurs sur un projet.
Donc il y a toute cette notion d'humilité, d'ouverture d'esprit, comment est-ce qu'on formule des commentaires, des remarques sur le code, comment on fait pour avancer ensemble. Donc c'est vraiment basé sur du bon sens, mais par exemple, il y a des concepts qui disent, dans une équipe, il y a forcément des gens qui ont plus de connaissances que nous, donc il faut savoir accepter que notre point de vue, c'est peut-être pas le meilleur. Voilà. Et ça, cet état d'esprit, d'ouverture, de transmission, d'humilité, je dirais que c'est indispensable et fondamental dans l'esprit craft, quoi. Le métier de développeur, je disais qu'on essaie de le remettre un peu au premier plan, on essaie de lui redonner un peu ses lettres de noblesse. Parfois, dans certains contextes, certaines entreprises ne voient pas toujours d'un bon œil, ou même certains développeurs ne sont pas toujours vus d'un bon œil si 10 ans après avoir commencé leur métier, ils sont toujours développeurs, entre guillemets, donc ils codent toujours au quotidien. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans certaines typologies d'entreprises, on commence développeur et puis 2-3 ans après, on commence à passer chef de projet, manager de projet. On fait plus de la gestion de temps, d'Excel, ce qu'on veut, on touche un peu moins au code et donc assez rapidement on sort de la technique, quoi. Comme si finalement apprendre en gros la technique c'est bien, mais au bout d'un moment il faut passer à autre chose, quoi. Et finalement l'esprit craft il est là pour dire non, le développement c'est un métier d'ingénierie comme un autre en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Donc l'objectif pour moi en tant qu'artisan du code c'est demain d'être encore un meilleur développeur aujourd'hui. Et ça va passer par différentes façons, par du partage, de la veille, etc., quoi. Donc, cette notion de métier de développeur, on cherche vraiment à la remettre aussi quelque part au premier plan, à lui redonner un peu quelques lettres de noblesse. Là, on a un peu vu ce profil comme des personnes qui codaient un peu dans un coin, un peu les geeks barbus. Ça, c'est des images un peu qu'on a envie de faire évoluer, quoi. Donc on est dans un métier en perpétuel changement, ça veut dire que l'apprentissage continu est nécessaire. On ne peut pas partir du principe qu'on connaît tout, il faut, on est dans un domaine, un univers où il faut toujours essayer de s'améliorer. Donc ça, c'est aussi les conseils à un moment donné que donne Sandro Mancuso, il y a un chapitre dédié à ça. Cette notion d'apprentissage, cette notion de savoir-faire, on va essayer de le faire partager à d'autres personnes autour de nous. Et l'apprentissage, ça passe aussi par de la veille. Donc, dans le livre, il est un peu, je dirais pas qu'il va loin, mais il préconise carrément, le soir, le week-end, de travailler sur du code, d'avoir des petits projets perso, de contribuer à des projets open source, d'expérimenter les techniques de programmation, de lire des bouquins, etc. Après, chacun mène sa vie comme il veut, bien entendu, mais l'idée, c'est de se dire, ce qui est important dans notre milieu, c'est à un moment donné d'avoir une stratégie de veille à minimum, donc essayer de voir un peu, d'aller en conférence, pas juste voir des talks, mais aussi de rencontrer d'autres personnes. Le troisième point du manifeste du software craftsmanship, c'est sur la notion de communauté de professionnels. Donc cette notion de rencontrer d'autres personnes. Je sais pas où vous êtes basés tous géographiquement aujourd'hui, mais je joue à Bordeaux, on a pas mal de communautés. Alors il y en a par langage, d'autres qui sont des communautés craft tout court. C'est cette idée d'aller là-dedans, de voir des talks, de rencontrer d'autres personnes. C'est ça aussi qui permet d'ouvrir l'esprit et de savoir, de partager des retours d'expérience, ce genre de choses, d'aller à des meet-up, d'avoir son propre blog, pourquoi pas, c'est un peu son journal de bord en tant que développeur. Sandro Mancuso met pas mal l'accent là-dessus. Donc cette notion de veille, c'est toutes ces actions-là, c'est aussi ce qui permet d'entretenir sa curiosité et puis surtout de toujours prendre du recul sur ce qu'on fait. Et de questionner nos méthodes de travail en tant que développeur et de se dire comment demain je peux développer différemment mais surtout mieux, quoi. Le craft en fait c'est pas le craftsmanship, on n'est pas là pour scinder le monde en deux, les bons, les mauvais, les crafts, les pas crafts, etc. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le software craftsmanship, c'est avant tout une culture, un état d'esprit basé, on l'a dit, sur la recherche d'excellence technique. Et tous ces points, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que derrière, demain, n'importe quel développeur, s'il se reconnaît dans ces valeurs-là,
peut dire oui, je suis sensible au craftsmanship, je comprends l'idée et depuis que j'ai compris l'idée et que je me suis un peu sensibilisé à ça, ça a un peu changé ma façon de travailler. Je porte un autre regard sur le métier de développeur que je fais au quotidien. Je porte un autre regard sur les pratiques de développement. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas aujourd'hui, et je pense pas qu'on y aille, et j'espère pas personnellement, voilà, sur un modèle comme CMMI ou autre, avec des niveaux de certification. Je suis craft niveau 1, je suis craft niveau 2, niveau 3, etc. Bon, c'est compliqué de certifier un état d'esprit, une culture. Bon, donc c'est tant mieux comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas l'objectif de dire t'es un développeur craft ou pas craft, mais voilà, si jamais entre guillemets tu ne l'es pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas dans cette recherche de qualité permanente. Ça veut dire que ton métier, est-ce que t'es passionné par ce que tu fais? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin ou pas? C'est ton droit. Voilà, c'est vraiment toute cette dimension aussi quasi spirituelle qu'il y a derrière, quoi, qui est intéressante. Donc le craftsmanship, c'est derrière, il y a un ensemble de valeurs, il y a aussi un ensemble de pratiques, alors qui sont pas nées avec le craft, qui sont plutôt plébiscitées par le craft parce qu'elles permettent finalement aux équipes de produire ensemble du code de qualité. Et ça tombe bien, c'est quand même un des objectifs du craft. Donc finalement, il y a souvent des pratiques craft qui reviennent, mais elles sont connotées craft. Parce que en fait c'est une façon de dire que si on la met en œuvre derrière, ça permet d'atteindre du code de qualité, quoi. Donc j'en balais quelques-unes, mais voilà, je pense qu'il y en a certaines peut-être que vous connaissez. Donc l'état d'esprit de base, Clean Code, donc ce fameux livre de référence de Robert C. Martin, sorti en 2006, voilà, qui reprend des principes, tout un ensemble de principes pour produire un code simple, compréhensible par tous. Toujours garder à l'esprit qu'un code, il est plus souvent lu que écrit, donc l'importance de penser à la prochaine personne qui va relire son code est cruciale quand on écrit du code. Voilà. C'est une forme d'attention, d'empathie qu'on apporte à notre voisin de bureau qui va reprendre notre code demain. Le clean code, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à prendre connaissance, c'est plutôt pas mal, et donc forcément ça fait partie de la toolbox du software craftsmanship. Il y a d'autres méthodes aussi qu'on retrouve. Alors, avant de parler de qualité de code, c'est important aussi de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on va coder? Et qu'est-ce qu'on va coder? Donc ça, c'est toute la partie où on essaie de travailler en tant que développeur avec le métier, avec nos clients, pour savoir, pour bien percevoir les fonctionnalités attendues, le comportement attendu de nos applications, pour être sûr qu'ensuite, quand nous, ce qu'on va développer, ça part dans la bonne direction. Et il y a certaines méthodologies qui sont souvent plébiscitées, notamment le Behavior Driven Development, donc qu'on appelle BDD forcément, qui est une méthodologie, voilà, qui permet de travailler en concertation entre des développeurs, des testeurs, donc sur la partie assurance qualité, et donc le client, le métier. Donc ça, c'est ce format qu'on appelle les trois amigos. Et derrière, l'idée, c'est quoi? C'est de travailler ensemble, de définir ensemble un vocabulaire commun, de définir un ensemble de scénarios fonctionnels de notre application. Donc voilà, souvent l'outil qui revient, c'est la syntaxe Gherkin avec un ensemble de scénarios given, when then. Donc là, c'est quel est le comportement qu'on va attendre. Donc ça, c'est pareil, c'est important, ce travail en amont, puisque c'est à partir de ça qu'on va ensuite commencer nos développements. Un outil qui revient souvent aussi, c'est le Test Driven Development, donc le fameux TDD, donc qui est une méthodologie de développement, hein, pas de test. L'idée de la méthodologie, souvent vous connaissez peut-être, hein, c'est d'avoir une approche de développement où on est piloté par un ensemble de tests unitaires. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir, vous voyez, cette boucle, ce cycle rouge-vert-bleu, là, où en fait, on écrit d'abord des tests, donc du code de test, avant d'écrire son implémentation métier. On fait échouer un test, d'accord? Donc là, la première étape, généralement, c'est de dire, j'écris du code de test qui correspond à ce que j'attends comme fonctionnalité, comme spécificité, comme spécification.
mon code métier n'ayant pas encore été écrit, forcément ça va échouer. Donc là, je vais commencer à écrire mon code métier, et puis au bout d'un moment, ça va passer, mes tests vont passer, donc ça veut dire que, ok, j'ai un test qui répond, j'ai un code qui répond à mes tests, et ensuite, je vais l'améliorer, faire un peu de refacto pour rendre ça propre, et donc ça, c'est une démarche itérative, quoi. Bon, je passe pas trop de temps là-dessus, mais voilà, c'est juste pour dire, c'est vraiment ça l'idée de base. Et ça a quand même beaucoup d'avantages. Nous, en tout cas, on développe comme ça en interne et clairement, c'est vrai que c'est compliqué une fois qu'on a pris goût de développer autrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est vraiment sur une approche hyper incrémentale, spécifiée, qui est guidée, pilotée par des spécifications. Donc voilà, par rapport à tout l'ensemble des fonctionnalités du comportement attendu de mon code, je vais partir de ça et je vais écrire mon code en fonction. Donc j'y vais de manière presque absurde, mais vraiment de manière itérative, et ça va me permettre d'écrire le code minimal qui est nécessaire. Je parlais tout à l'heure d'over-engineering. Ça, justement, c'est ce qu'on veut éviter. Parfois, on a un peu tendance à vouloir faire un truc trop poussé, trop évolutif, etc. L'idée du TDD, c'est de nous efforcer justement à dire, voilà, je vais écrire tout simplement le code suffisant pour que mes tests y passent. Si mes tests y passent, en fait, j'ai fait mon travail, quoi. Donc, c'est un peu comme un GPS, c'est vraiment un guide pour les développeurs dans notre développement, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur l'hyper incrémental. Donc on vient rajouter des petits bouts et on est toujours dans un état, voilà, on est vraiment dans ce cycle rouge-vert, etc. Donc on sait quand est-ce que la dernière fois que le code était vert, on peut y revenir si besoin, et on avance comme ça progressivement. S'il y a des personnes ici qui n'ont jamais testé cette approche-là, je vous invite à le faire. C'est hyper enrichissant. Il y a un petit déclic à faire, un petit switch d'état d'esprit, un peu de mindset. Mais en fait, voilà, quand on fait du TDD, il faut vraiment se dire qu'on sort du paradigme où des fois les gens pensent que il faut écrire les tests d'abord, le code et ensuite les tests. Donc ça double les temps de développement. Une tâche que j'ai chiffrée un jour, ça va me prendre 2 jours parce que je vais écrire des tests. Non, c'est vraiment pas ça l'approche, quoi. C'est en fait les deux sont complètement entremêlés, quoi. L'un dépend de l'autre, donc on peut pas les séparer, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche TDD. Et en plus, ça devient une documentation vivante, nos tests, parce qu'on a plein de codes qui vont décrire certains comportements attendus de notre application. Ça nous efforce à découper l'architecture aussi proprement de manière unitaire. Enfin bref, ça a plein d'avantages, quoi. Donc c'est vrai que dans l'esprit craft, le TDD est quand même vachement plébiscité. La revue de code aussi, forcément, c'est une pratique qui revient souvent. On parle de transmission de compétences ici, forcément de connaissances, de mentoring. Il y a plusieurs objectifs dans la revue de code. Il y a d'une part identifier des bugs, des problèmes potentiels, des problèmes d'harmonisation, des problèmes d'uniformisation des pratiques. Mais c'est aussi un exercice avant tout, voilà, de communication en équipe. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de communiquer de vive voix entre développeurs pour parler du code et s'assurer que quelqu'un qui n'a pas écrit le code puisse le comprendre après, quoi. Donc ça, pareil, la revue de code, c'est quand même quelque chose qu'on fait de manière assez fréquente dans des équipes, qui sont portées sur le craft. Quelque chose aussi, alors ça c'est issu aussi de l'extreme programming, donc c'est pas tout jeune, mais notamment le pair programming, donc la programmation en binôme. Donc là l'idée c'est on a 2 derrière un clavier, puis de manière cyclique, quelqu'un prend le clavier pour écrire le code et peut être guidé par l'autre personne qui fait aussi une relecture du code en temps réel. Donc ça permet d'identifier à la fois des problèmes rapidement, mais de se poser à 2 les bonnes questions. Voilà. Et donc on a 2 rôles et ce rôle tourne. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant, qui peut être encore une fois mal vu par certaines personnes qui comprennent pas trop l'intérêt, qui se disent j'ai 2 ressources sur une tâche alors que je pourrais paralléliser, quoi, et mettre 2 personnes sur 2 tâches différentes. Faut vraiment pas le voir comme ça. Faut se dire que quand on fait du pair programming derrière, forcément, le résultat il sera de meilleure qualité plus rapidement, quoi. Et le mob programming, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi. C'est l'idée d'être à plusieurs.
voilà, tout ça dans toute l'équipe, hein, idéalement, et on vient développer ensemble certaines fonctionnalités. Alors, on peut le faire sur des fonctionnalités qui sont soit un peu plus complexes, plus cœur métier, plus critiques, soit sur par exemple, des technos, des langages que l'équipe s'approprie, qu'elle découvre ensemble. Donc là, c'est pareil, hein, c'est l'histoire du clavier tournant, et en fait, on vient de programmer ensemble. Et là, c'est pareil, on peut se dire, elle coûte cher la feature. Ouais, non, parce qu'en fait, derrière, faut se dire que c'est un exercice, quand il est bien fait, qui apporte vachement à l'état d'esprit d'équipe, mais aussi à la façon de travailler ensemble, et qui facilite grandement aussi la transmission de connaissances, quoi. Donc, il faut le faire, bien sûr. On n'est pas dans une démarche où on doit être sous pression. Il faut le faire détendu. La stratégie de test également, donc ça, dans l'esprit craft, on parlait de TDD, mais voilà, tester de manière automatisée notre code, c'est le meilleur moyen de s'assurer, voilà, qu'on va pas avoir de régression quand on va faire évoluer ce code, parce qu'un code, il est là pour évoluer, et si à chaque fois on doit mettre une semaine pour savoir si on a cassé un truc, c'est pénible. Donc cette pyramide de test, je sais pas si vous la connaissez ou pas. L'idée est simple, hein, c'est que on a 3 grandes familles de tests. Les tests unitaires qui sont à la base de la pyramide, qui testent les plus petites unités de code, et tout en haut de la pyramide, des tests de bout en bout qui vont tester en gros des comportements sur l'interface, sur l'IHM, et au milieu les tests d'intégration qui vont tester que certains composants savent bien communiquer entre eux, quoi. Et donc c'est la pyramide, pourquoi ? Parce que les tests unitaires sont moins coûteux à mettre en place, quelques lignes de code, plus faciles à maintenir, que les tests IHM qui sont plus coûteux à implémenter et plus coûteux à maintenir. Donc généralement, on en aura moins. Voilà, donc la base de la pyramide, c'est les tests qu'on retrouve le plus parce qu'ils coûtent moins cher à maintenir. Et en haut, c'est l'inverse, quoi. Donc ça, c'est un schéma qu'on retrouve souvent également, quoi. Et petit bonus dont je voulais vous parler au niveau du test, je ne sais pas si vous connaissez, donc je voulais faire un petit focus là-dessus, c'est le mutation testing, le test par mutation, qui permet de tester les tests. Parce que en fait, on peut créer des tests unitaires, c'est bien, mais il faut le faire bien. Et il faut s'assurer que ces tests, ils testent quelque chose, ils ont de la valeur, quoi. Sinon, est-ce que ça a vraiment d'intérêt ? Je suis pas sûr. Le mutation testing, je vous l'explique en 30 secondes. Donc, comment ça marche ? Donc, c'est amené dans un projet par un petit framework que vous intégrez, donc c'est une dépendance. Voilà, il y a différents frameworks qui font ça. Il y a Pytest en Java, Striker pour du JavaScript notamment. Qu'est-ce que ça fait ? Vous avez du code, vous avez une base de tests unitaire. Ce que va faire le framework de mutation testing, il va générer des mutants dans votre code. Donc, il va transformer certains bouts de votre code. Et derrière, il va jouer les scénarios de test. Et il va regarder est-ce que les mutants ont survécu ou pas. S'ils ont survécu, quel est le problème ? Ça veut dire que, en gros, j'ai changé des bouts de votre code et vos tests passent quand même. Parce que vos tests sont vraiment robustes. C'est la question à se poser. C'est hyper intéressant. On l'a testé aussi et franchement, je vous invite à... Alors, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre en plus suivant les frameworks, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va modifier, là si on prend l'exemple notamment de Striker, ça va modifier des opérateurs arithmétiques, ça va enlever des lignes de code carrément, ça va transformer des conditions, ça va changer des assignments, voilà, des égales, des plus, des moins, etc. Donc en gros, ça vient vraiment créer des mutants dans votre code, et le but c'est de savoir, voilà, est-ce que vos tests passent toujours, quoi. Si c'est le cas, voilà, c'est problématique parce que forcément, si on change du code, si on change un opérateur, le comportement n'est plus le même. Donc, il y a sûrement un bug derrière. Mais on l'a pas vu. Et ça, c'est dommage. Donc ça, ouais, le test par mutation, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment, mais qui est en train un peu d'arriver, qui est un peu coûteux à mettre en œuvre sur des gros projets parce que ça met un peu de temps de générer des mutants. Mais l'exécuter en one shot sur un projet, c'est hyper intéressant. Je vous invite à tester si vous avez l'occasion. Donc voilà, sur le Craftmanship, finalement, vous avez bien compris que c'était un état d'esprit. Derrière, il y avait quand même une boîte à outils qui revenait souvent. Donc, si demain, vous avez un expert, une coach craft qui arrive chez vous, il y a quand même souvent ces concepts qui vont revenir, cette boîte à outils. Donc, on a parlé de plusieurs points, mais il y en a d'autres aussi. Voilà, tout ce qui va être domain-driven development, donc le développement dirigé par la logique métier, le design métier, toutes les pratiques de refactoring, etc., quoi. Voilà. Il y en a plein, je les ai un peu listés en vrac.
mais celles dont tu as parlé, c'est quand même celles qui reviennent assez souvent, quoi. Un des points importants dans le craftsmanship, si on prend un petit peu de recul, c'est que de manière générale, ça reste une culture, et donc comme toute culture, on peut pas l'imposer, on peut pas la décréter. Ça met du temps à s'installer et ça doit se transmettre. Donc une entreprise demain peut pas dire c'est pas crédible si elle dit demain nous on fait du craft. Ok, facile à dire, mais est-ce que c'est crédible? Je suis pas sûr. Faut laisser le temps, c'est important que dans une organisation, tout le monde soit convaincu par la démarche, comprenne l'intérêt et comprenne les gains, les avantages, quoi. Donc ça met parfois du temps, comme toute transformation, il y a eu l'agilité qui a transformé les organisations. Le craftsmanship, c'est un peu pareil, puisque ça fait revoir certaines méthodes de travail à des équipes. Le fait de développer par du TDD, le fait de faire un peu plus de revue de code, du pair programming, etc. Ça met un petit peu de temps aussi à être mis en place. Il faut se former. Donc c'est pas un switch immédiat qui sera fait, quoi. Et consolider la culture d'entreprise, ça c'est quelque chose je parle de la culture qualité, bien sûr, de la culture craft en entreprise. Comment on peut faire? Voilà, c'est une animation, c'est quelque chose à faire vivre. Donc ça peut être organiser des petits, ce qu'on appelle des BBL, des brown bag lunch. Donc vous faites une petite présentation entre midi et 2 où tout le monde ramène son casse-croûte et quelqu'un parle d'un sujet, on en discute ensemble. Ça permet de s'ouvrir un peu l'esprit. Donc ça peut être des gens en interne qui poussent des sujets ou parfois même des personnes extérieures. Ça nous est arrivé d'en faire ça. Il peut y avoir une petite bibliothèque dans un coin où on vient partager des bouquins, voilà, donc typiquement le livre de Sandro Mancuso, voilà, je le lis, je le remets, quelqu'un en profite, etc. Sur les organisations un peu grandes, entre guillemets, ça peut être intéressant d'avoir des communautés de pratique. Donc, si vous avez, par exemple, 100, 200 développeurs chez vous qui travaillent sur Android ou React, comment est-ce qu'à un moment donné, on peut mettre un peu en commun ce qu'on fait, définir, aligner nos pratiques. Ça peut se faire à travers des petites communautés comme ça, donc des sortes de guildes aussi, même parfois. Voilà, les terminologies varient, mais c'est fédérer tout le monde en fait sur comment est-ce qu'on peut progresser ensemble sur une techno. Et puis il peut y avoir des exercices type coding dojo qui sont des petites séances de travail de programmation qu'on peut faire alors pendant le temps de travail. Si c'est compliqué, ça peut être fait entre midi et 2 ou parfois le soir. Là, l'idée, ce sont des exercices de programmation qui ont pour objectif de mettre en œuvre, d'expérimenter les techniques de programmation. Donc de refactoring, de test-driven development par exemple. Si on veut tester le TDD par exemple, c'est vrai qu'un coding dojo c'est pas mal. Donc il y a différents formats, Kata, Andouille, ça c'est plus technique, mais l'idée c'est qu'on est tous autour d'une table et on fait un petit exercice ensemble et l'objectif c'est de progresser, quoi. Et donc ça c'est vraiment des pistes, vraiment des billes, voilà, si vous voulez, pour dans une entreprise qu'on instaure un petit peu plus cette culture d'amélioration continue du code qu'on écrit, quoi. Voilà. Ça c'est important d'entretenir cette culture-là, quoi. De manière générale, pour terminer un petit peu sur la partie craft, je disais que ça s'impose pas, ça se décrète pas, mais il faut bien garder à l'esprit que il faut un temps d'apprentissage pour y arriver. Faut qu'on se fasse former, faut qu'on se forme nous-mêmes à des techniques. Produire un code de qualité, ça coûte pas forcément cher. Ce qui va coûter cher, peut-être, ça coûte pas forcément cher, ça demande juste un investissement de départ. C'est de savoir produire du code de qualité, quoi. Et donc j'aime bien ces deux citations, qui selon moi reflètent bien l'idée du coût de la qualité, notamment la première. Voilà, c'est que finalement une fois que vous avez appris à faire quelque chose, notamment le TDD, etc. Une fois que vous avez pris le bon switch, on n'a pas de perte de productivité. On va pas moins vite que quelqu'un qui ferait pas de test unitaire. Je veux dire, faire de la non-qualité, ça ne nous permet pas de gagner du temps. En tout cas, à moyen terme, à long terme, c'est sûr. Donc c'est toujours ça, quoi. C'est de se dire, je peux pas faire de la qualité comme ça à T0, quoi. À un moment, faut juste qu'on se forme à le faire. Et une fois qu'on l'a fait, là, ça ira plus vite. Et c'est là qu'on va vraiment en tirer des bénéfices intéressants, quoi. Si on va plus loin sur l'aspect du craft, se dire que finalement,
ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une notion de travail en équipe qui est hyper présente dans le Craftmanship. Donc, on n'est pas du tout sur cette image de développeur, voilà, que je disais, il travaille dans son coin, etc. Entre les revues de code, le pair programming, etc., il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Et un des sujets, quand même, pour produire du code de qualité de manière pérenne, c'est quand même de se dire, si on arrive à définir ensemble quelles sont nos bonnes pratiques, notre façon d'écrire du code, si tout le monde est aligné là-dessus, il y a quand même de grandes chances pour que le code derrière soit propre et uniforme, quoi. Et ça, c'est quand même un objectif. Si on arrive, on a quand même de belles chances de pérenniser nos applications, quoi. Et la question nous qu'on s'est posée chez Proma, je terminerai juste là-dessus en 2-3 minutes, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour définir ces bonnes pratiques en équipe, quoi. Comment on fait? Il y a pas mal d'approches qui existent. Il y a les équipes qui ont tenté de faire un wiki, de lister quelques règles, mais un peu compliqué à maintenir. Les gens, ils vont pas forcément voir, etc. Ils oublient que le wiki existe, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Moi, ce dont je voulais vous parler ce soir, juste pour terminer, c'est une approche un peu différente qui exploite les mécanismes de la revue de code en équipe pour faire émerger des bonnes pratiques. Et c'est justement ça, c'est une des composantes en fait qu'on retrouve aujourd'hui, justement dans notre plateforme Promise.